Il va aller se reposer, non? Il y a le village. S'il veut rester dans la scène politique, bah, bonne chance. En plus, c'est un professeur, donc il peut continuer sa carrière en politique, c'est lui qui voit. S'il veut former des jeunes, tant mieux. Tu avais dit vrai, Oligui sera président. Ben oui. Le dire, c'est comme si les gens pensaient que je le soutenais. Non, je soutiens personne. À un moment donné, il faut être réaliste. Moi, je ne peux pas m'embarquer en suivant des personnes qui vont te dire on va renverser Oligui, mais on c'est qui en fait? Tu renverses un militaire qui vient de faire un coup d'État, tu passes par où en fait? Moi, je ne sais pas. Hein. Parce que j'ai suivi le discours d'Andos qui dit si Oligui fait pas, Oligui sera pas président en 2025. Tu comptes sur quoi, monsieur Andos? On ne sait pas. C'est qu'il faudrait aussi que les Africains cessent d'écouter les belles paroles. C'est ça le problème, c'est que on vous vend le rêve, tout ce qui est éphémère, on vous le vend comme une réalité. Vous y croyez, vous succombez au charme. En fait, on nourrit l'espoir de l'Africain. C'est ce qui est triste, hein. On vous nourrit d'espoir. On vous fait croire qu'il y aura un changement. On vous manipule un peu. En fait, tu vois des gens qui s'opposent au pouvoir. Tu as l'impression que c'est une vraie opposition, hein, mais au fond, la nuit, il s'appelle « Hey frérot, comment tu vas? Ah ouais, j'ai adoré ton interview, mais tu n'aurais pas dû me tacler à tes niveaux. Ah, laisse un peu, frérot. Ah, mais après, c'était bien. Bon, demain matin, à partir de 8 h, je deviens ton ennemi. On est d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Hey, en passant, l'argent que je t'ai donné pour devenir candidat là, tu fais quoi de ça? J'ai investi, non, j'ai même pris ma quote-part. Bon, tu vas me nommer ministre, non? Même dans 2-3 ans, parce que si tu me nommes ministre à la première année, ce sera pas bon, hein? Bon, tu patientes même 2 ans, je te nomme, d'accord? D'accord, 2-3 ans, non, 3 ans c'est bon, comme ça, on va pas dire que j'étais à tes côtés, tu vois, parce que tu sais que les Gabonais, eux, ils sont un peu, d'accord, y a pas de souci, y a pas de souci. Et tu passes même, ton interview à Gabon Première passe quand? Je passe en dernière position. Ah, tu passes en dernière position, d'accord. Et tu tires sur moi, y a pas de souci, je vais tirer sur toi, y a pas de problème. Ok. Ah, Oligui s'est vendu. 3 ans plus tard, il est ministre. Mais tu as fait mon pour être ministre? Non, je vous ai dit, je combattais Oligui, mais à la fin, je me suis rendu compte que c'est un bâtisseur. Donc, rallier la cause. Tout le monde rallie la cause, boum, il n'y a plus d'opposition. C'est tout. En Afrique, Amelda Dani ne croit pas en l'opposition. Point barre. Celui qui est fâché, qu'il a organisé des lives, il m'insulte, je suis habitué aux insultes. Hein. Il m'insulte tant qu'il peut, en fait, comme il veut, tant qu'il peut. Moi, Dani, j'ai dit, en Afrique centrale, là, Afrique centrale, je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Je crois en rien. Dani, tu penses que Billy va encore faire quoi avec un poste ministériel? Non, Billy ne sera pas ministre. Je te pose une question. Jean Ping était ministre quand il a perdu les élections. Non. Pourquoi Billy sera ministre? Pourtant, Jean Ping, je suis désolé, quand j'observe le fond et la forme, il a fait le jeu du pouvoir. En fait, qu'est-ce que Jean Ping a vendu aux Gabonais pendant 7 ans? C'est un peu logique. Avant l'élection de 2016, qu'est-ce qu'il vendait aux Gabonais? L'espoir d'un changement, l'espoir d'un renversement d'Ali, l'espoir que sous son fameux carnet d'adresses, il n'y aurait plus la famille Bongo au pouvoir. Dès que Ali a pris le pouvoir par la force, les 7 ans qui ont suivi, qu'est-ce qu'il a vendu aux Gabonais? L'espoir. Patienter, patienter, patienter.
1 an est passé, 2 ans est passé, 3 ans est passé, 5 ans est passé, 6, même à la 6e année, il disait patienter. 7e année, on en est encore là. Aujourd'hui, il est en train de danser. Aujourd'hui, il danse. En fait, j'ai comme l'impression qu'en Afrique, c'est un cercle qui se répète. En fait, c'est des amis. C'est des amis. Aujourd'hui, je te déteste. Je ne t'aime pas parce qu'on a un problème. Tu deviens président, je te combats. Je te combats pas parce que j'aime le peuple. Je te combats parce qu'il y a un fond d'intérêt qui est mis en jeu. Je te combats parce que, voilà, je perds mes intérêts. Il y a un calcul politique derrière. Donc, je te combats pour ce calcul. Je te combats pas parce que j'ai l'amour du Gabon. Parce que ce que vous refusez d'accepter, c'est que tous ces gens étaient au pouvoir. Moi, je suis dans un gouvernement qui massacre des Gabonais. Je démissionne. Je ne peux pas prétendre être l'ami d'Ali Bongo qui a massacré les Gabonais. Non, 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 non. Donc je deviens opposant parce que je ne suis plus mes intérêts. Pas parce que le peuple est en train de se plaindre. Combien parmi eux, ministres à l'époque, ont fait des tours dans les bidonvilles? C'est toujours durant les élections que vous les voyez faire des tours dans les bidonvilles. Allez voir la réalité des Gabonais. Ils étaient au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les Gabonais se plaignaient, il n'y avait personne. Tout ça, c'est psychologique, hein, les gars. On joue sur l'émotionnel, on joue sur l'émotionnel, sur la raison. On vous manipule. Aujourd'hui, tu es au pouvoir parce que, voilà, je n'ai plus mes intérêts, je vais te combattre. Demain, s'il y a quelqu'un qui est derrière moi, qui est candidat, qui lui aussi a un problème d'intérêt avec toi, je vais le soutenir. Pas parce que je soutiens pas parce que j'aime le peuple. Parce que je veux que toi, tu partes. Boum, tu es victime de coup d'État, l'autre vient au pouvoir, je vais le soutenir, pas parce que j'aime les Gabonais, on va vous vendre une fois un changement. Oui, on vous le vend, mais en réalité, moi, je suis là pour militer pour mes intérêts. Je veux peut-être que mes entreprises, qui étaient à l'époque au Gabon et qui gagnaient une forme de pourcentage dans certaines activités, puissent refonctionner. Je veux peut-être encore avoir une image de diplomate à l'international. Je veux peut-être devenir ambassadeur pour la bonne cause. En fait, je veux peut-être un titre, de l'argent, un placement. Qu'est-ce que ça a à voir avec le peuple? Rien. Moi, vous savez, l'Afrique me rappelle un peu l'histoire de la Russie. En Russie, c'est le même scénario. C'était le même scénario dans les années 90. On a une bande de petits copains milliardaires ils se sont assis et se sont dit, bah, prenons toutes les richesses du pays et laissons 140 millions de Russes dans la pauvreté. C'est chacun qui se partageait les multinationales, les entreprises russes. Ils sont même allés jusqu'à braquer 80% des ressources stratégiques du pays, jusqu'à aller voir l'ancien président Boris Eltsine, lui faire comprendre que bon, il faudrait qu'on te remplace. L'histoire est vérifiable. Il faudrait que toi, on te remplace. Ils étaient au nombre de 20. Les 20 disent, bon, nous, on veut te remplacer. Propose-nous quelqu'un. Eltsine, on lui fait dans la proposition de Poutine. Vous ne connaissez pas l'histoire même de cette histoire-là, hein, de la Fédération de Russie. On propose Poutine. Poutine arrive au bureau de Eltsine. Eltsine dit devant la majorité des milliardaires du pays, lui, c'est un bon élément. Sans savoir que l'élément qui dit que c'est un bon élément va venir démanteler tout le monde. Il dit devant tous les milliardaires et patrons de mafia, voilà un bon élément qui va me succéder. Tous les milliardaires assis sur la table, donc patron de Lukoil, tout ça là, tous acceptent. Oui, Poutine, c'est notre prochain président. Quand Poutine prend le pouvoir, quelle était la première mesure qu'il a mis sur pied? Il a commencé à traquer tous ces mêmes milliardaires qui ont dit, nous, on va te soutenir. Le premier milliardaire même qu'il a commencé à combattre, lui s'est exilé, je pense c'était au Royaume-Uni. Le gars s'est exilé au Royaume-Uni. Poutine a dit, même là-bas au Royaume-Uni, je vais te combattre. Il a combattu le gars jusqu'à la fin. Bon, il a eu une mort tragique. Nous savons ce qui s'est passé parce qu'on l'a retrouvé avec, je vais pas dire ça, TikTok va censurer le mot. Mais on l'a trouvé entouré d'un truc là, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Les pieds étaient en train de vaciller. Il n'y avait plus le tabouret. Donc on comprend que le grand Poutine a agi.
Dès qu'il a fini avec lui, il a mis tous ses amis qui étaient dans le FSB dans des entreprises stratégiques. Donc il a démantelé le système de l'intérieur. On ne démantèle pas un système de l'extérieur, Billy. Oh. Jean Pinga, c'est où? Hein, Billy, on ne démantèle pas un système de l'extérieur. On implose, on le fait imploser. Il faut dire la vérité aux gens, hein, frérot. Le PDG, c'est une machine, hein? C'est une machine politique. Démanteler le PDG, ça signifie mettre fin à beaucoup de réseaux, peut-être au blanchiment. Le PDG, du moins les leaders du PDG, ce système est impliqué dans beaucoup de choses. On ne le démantèle pas de l'extérieur. Tu t'y prends comment? Même l'histoire de la Russie nous enseigne que pour que la Russie devienne ce qu'elle est aujourd'hui, Poutine a dû dynamiter tous ces milliardaires étant de l'intérieur en tant que président. Il a été combattu par les milliardaires. Mais Poutine, lui, il avait une stratégie claire. Pour combattre ces milliardaires, je vais en créer des milliardaires. Oui, c'est tout ce qu'il a fait. Comme vous êtes 20 milliardaires, vous partagez 80% des ressources du pays, je vais en créer 500. Et il en a fait. Qu'est-ce qu'il a fait en première position? Tous ses potes du FSB sont devenus milliardaires. Riches, tous sont devenus riches. Propriétaires d'entreprises. Tel à Lukoil, c'est son pote. Tel à Gazprom, c'est son pote. Donc il a nommé tous ses potes. Ils se sont bien enrichis. Il s'est dit, bon, on va faire la guerre. Je ne serai pas seul. Pour mêler encore bien sa guerre à terme contre ces milliardaires, il a fait une forme de chantage au Royaume-Uni, à l'Allemagne. Surtout aux Allemands. Il a fait un bon chantage parce que beaucoup de milliardaires russes partaient déposer leurs revenus, leurs ressources, du moins leur richesse, soit aux États-Unis, soit en Allemagne, soit au Royaume-Uni. Donc, il les a fait une forme de chantage. Tous les procès que les milliardaires russes démarraient, je vais emprunter ce mot, démarraient à l'encontre de Vladimir Poutine ont tous échoué. Pourtant, c'était des procès qui ont été démarrés depuis l'Europe. Donc, la manipulation était forte. On ne démantèle pas un système de l'extérieur, c'est du jamais vu. Toute personne qui l'a essayé a été éliminée. Même dans l'histoire du PDG. Les plus farouches combattants au PDG, aujourd'hui, sont où? 6 pieds sous terre. C'est quoi ta philosophie derrière ton argumentaire? Mais je viens de le dire, frère. Tu veux que je te dise quoi de plus? En tout cas, les gars, moi je souhaite bonne élection à ceux qui y croient. Moi je vous donne rendez-vous, allez, je vous donne rendez-vous le 13 pour vous parler de son programme politique en tant que président. Après, bonne chance à ceux qui croient en un miracle de, je sais pas, des urnes. Bonne chance à vous, hein. Ceux qui croient que Billy sera président dans 2 jours, bonne chance à vous. Moi, je préfère rester réaliste. Et voilà. Donc, vous pouvez m'insulter parce que je suis habitué aux insultes. Ça ne changera pas ce que j'ai dit depuis 1 an. Bien que je peux me permettre de critiquer Oligui, parce qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. Faut pas tellement idolâtrer la personne au point où dès qu'on le critique, vous vous mettez en porte-à-faux. Non. On a le droit de critiquer qui on veut. Mais insulter, je n'insulte personne. Depuis que moi je fais ma géopolitique, je n'insulte aucun président, je n'insulte personne. Donc prière aussi de respecter ma personne.
Parce que même dans les insultes, là, je peux le faire, hein, mais pour moi, le combat politique ne se limite pas à insulter des gens.